et si l'armée allemande avait pendant un moment été la plus puissante du monde? À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht enchaîne les victoires avec une rapidité et une précision qui sidèrent le monde entier. En moins de 2 ans, elle écrase la Pologne, fait tomber la France, repousse les Britanniques à Dunkerque, puis lance l'opération la plus ambitieuse de l'histoire contre l'Union soviétique. Mais cette supériorité n'était-elle qu'un mirage, une illusion d'efficacité brisée par le poids du monde allié? La guerre éclair est la quintessence de la pensée militaire allemande. Elle combine rapidité, coordination interarmes, mobilité et effet de choc. L'idée est de frapper fort et vite, pour désorganiser l'ennemi avant qu'il n'ait le temps de réagir. Cela repose sur une synergie entre les chars, l'aviation et l'infanterie motorisée. L'armée britannique, quant à elle, est initialement figée dans des conceptions défensives héritées de la Première Guerre mondiale. L'armée britannique mise beaucoup sur la ligne Maginot et des combats en position. Lors de la campagne de France, elle est dépassée par la vitesse allemande. Ce n'est qu'en Afrique du Nord que les Britanniques commencent à s'adapter, notamment grâce aux leçons tirées par Montgomery contre Rommel. L'armée rouge est théoriquement puissante mais mal préparée. Les purges de Staline ont décimé le haut commandement. En juin 1941, les troupes soviétiques sont prises de court par l'opération Barbarossa. Toutefois, les soviétiques apprendront vite et développeront, à partir de 1943, des offensives massives, moins raffinées, mais d'une efficacité brutale. Entrée tardivement dans la guerre, l'armée américaine n'a pas encore de doctrine moderne en 1942. En Afrique du Nord, elle subit une humiliation à Kasserine. Mais elle progresse très vite en combinant puissance industrielle, capacité d'adaptation et doctrine mécanisée. La Wehrmacht compte des généraux de génie. Manstein, tacticien hors pair, Guderian, père des Panzerdivisions, Rommel, meneur charismatique. Les Britanniques peinent au début. Le général Montgomery est méthodique, mais d'une prudence extrême. Il remporte El Alamein, mais au prix d'une lenteur exaspérante. Staline décime ses officiers dans les purges. Mais il finit par faire confiance à des chefs comme Djoukov, qui excellent dans les contre-offensives à grande échelle. Djoukov sera l'artisan de Stalingrad et de la prise de Berlin, mais ses tactiques reposent sur des assauts massifs, souvent au prix de dizaines de milliers de morts. Les Américains mettent en avant Eisenhower, excellent coordinateur, mais peu expérimenté au combat. Le général Patton, en revanche, est un pur guerrier. Bradley, plus mesuré, complète bien le duo. Au fil du conflit, le haut commandement américain atteint une efficacité remarquable. Le soldat allemand est discipliné, bien entraîné, endurant. Issu d'une culture militarisée, souvent formé dès l'adolescence dans les jeunesses hitlériennes, il est habitué à l'effort, au froid, à l'obéissance absolue. Les soldats britanniques sont professionnels, bien encadrés, mais moins enthousiastes à aller au feu. Beaucoup viennent du Commonwealth. Leur force réside dans la résilience, la capacité à tenir, mais pas dans l'offensive rapide. Le soldat soviétique est héroïque, souvent sacrifié. Beaucoup sont mobilisés sans formation. À Stalingrad, les commissaires politiques empêchent la retraite sous peine de mort. Leur supériorité numérique compense leur fragilité individuelle. Le soldat américain est bien nourri, bien équipé, et bénéficie d'un moral élevé. Mais en 1942, il manque de mordants. Ce sont des civils récemment militarisés. La qualité monte rapidement. En 1944, ce sont des combattants expérimentés. Leur atout majeur, une logistique sans égale et un soutien aérien massif. Les chars allemands sont parmi les meilleurs du monde. Le Tigre peut détruire un Sherman à plus de 2 km. Le Panther allie mobilité, blindage et puissance de feu. Le canon Flak 88 devient célèbre pour sa polyvalence. La Luftwaffe brille avec le Messerschmitt Bf 109, puis le premier avion à réaction, le M262. Mais cette qualité est un piège. Les chars allemands sont coûteux, complexes à entretenir, produits en faible quantité. La guerre d'usure leur est défavorable. Le Sherman est inférieur en duel, mais il est fiable, produit par dizaines de milliers, facile à réparer. L'aviation américaine, notamment avec les P-51 Mustang, finira par dominer le ciel. Surtout, la logistique américaine est invincible, essence, pièces,
Nourriture, tout est livré en masse sur le front. Le T-34 est l'un des meilleurs chars de la guerre, simple, efficace, rapide à produire. Les Soviétiques compensent leur retard technique initial par une production de masse brutale. Ils alignent des divisions entières de blindés, parfois mal entraînés mais déterminés. Le matériel britannique est souvent en retrait. Le char Churchill, par exemple, est lent et mal armé. Leur aviation est plus compétitive, mais l'industrie britannique ne rivalise ni avec les États-Unis, ni même avec l'Allemagne sur le début du conflit. Au début de la guerre, Hitler laisse ses généraux manœuvrer. Mais à mesure que la guerre avance, il centralise toutes les décisions, et devient le principal handicap stratégique de la Wehrmacht. Moscou, hiver 1941, Hitler change d'objectif plusieurs fois, diluant les forces allemandes. Il ordonne de continuer l'offensive malgré le froid et l'épuisement. Résultat, les Allemands échouent aux portes de la capitale soviétique. Stalingrad, 1942 à 1943, refusant toute retraite, Hitler condamne la 6e armée de Paulus à l'encerclement. Plus de 300 000 hommes sont tués, blessés ou capturés. Les autres puissances laissent une plus grande liberté à leurs chefs militaires. Eisenhower coordonne avec pragmatisme. Zhukov agit sans que Staline n'intervienne dans les moindres détails. Churchill écoute ses généraux, même s'ils s'impatientent. Ce contraste est fondamental, la Wehrmacht a les meilleurs outils, mais son chef suprême est une véritable bombe à retardement stratégique. Bref, la Wehrmacht, souvent supérieure tactiquement et matériellement dans les premières années, s'effondre sous le poids de plusieurs facteurs. La surpuissance industrielle américaine, qui écrase l'Allemagne sous une pluie d'avions, de chars, de munitions. La résilience soviétique, capable de sacrifier des millions d'hommes pour repousser l'envahisseur. La multiplication des fronts, qui étire l'armée allemande jusqu'à la rupture. La Wehrmacht était sans doute la meilleure armée du monde en 1940. Par sa tactique, sa discipline, son audace. Elle a dominé l'Europe pendant 2 ans. Mais une armée, aussi brillante soit-elle, ne peut rien sans vision stratégique à long terme, et sans un commandement lucide. Merci de bien vouloir liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt.